Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les FDLR bravent l'ultimatum des pays de la région des Grands Lacs. Seuls 400 combattants ont déposé leurs armes. Les résistants s'exposent à une offensive congolo-onusienne. Macky Sall fait un geste en faveur de l'artisanat. Le chef de l'État sénégalais a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 2 milliards de francs CFA en 2015 pour dynamiser ce secteur. Et puis à quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2015, l'heure est à la préparation. Les équipes qualifiées ont chacune prévu plusieurs matchs amicaux, l'occasion pour les sélectionneurs de peaufiner leur schéma tactique. Mais avant de développer ces titres, l'appareil répressif gambien est en marche. L'opposant Cheikh Sidia Bayo a été interpellé ce samedi, à 3 janvier, à Dakar, au Sénégal. Une interpellation qui intervient après la tentative de coup d'État du 30 décembre dernier. Cheikh Sidia Bayo est soupçonné d'avoir encouragé le renversement du président Yahya Jammeh. On écoute l'analyse d'Aboubakry Mbodj, secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Nous avons appris qu'il a été arrêté Sidi Abayo, vivait à l'extérieur, donc à l'étranger, mais qui est passé au Sénégal ce dernier moment et qui a été donc arrêté après avoir participé à des émissions à la télévision. Et donc c'est sur la base des propos et de sa dernière sortie qu'il a été arrêté. Actuellement donc il serait détenu par les forces de sécurité sénégalaises, mais nous avons déjà tiré sur la sonnette d'alarme pour attirer l'attention du gouvernement que quel que soit le motif de son arrestation, il ne faudrait pas l'extrader vers la Gambie où il risque d'être exécuté à peine de mort. Le ton se durcit contre les FDLR en République démocratique du Congo. Ce 2 janvier sonnait la fin officielle du désarmement volontaire. Mais sur près de 3000 combattants, seuls 400 ont déposé leurs armes. Face à cette situation, les envoyés spéciaux pour les Grands Lacs appellent la MONUSCO et l'armée congolaise à procéder au désarmement forcé. Le point avec Aminata Diak. Fin officielle de l'ultimatum en République démocratique du Congo pour le désarmement volontaire des rebelles hutus-rwandais FDLR. En octobre 2013, le président congolais Joseph Kabila ainsi que l'Organisation internationale sur la région des Grands Lacs et la communauté internationale avaient appelé tous les groupes armés, y compris les FDLR, à déposer les armes volontairement sous peine d'y être contraints par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Pour certains spécialistes, les redditions des combattants FDLR prennent du temps car ces derniers mettent des conditions difficilement acceptables pour le gouvernement rwandais. Ce qui pose un problème au niveau de reddition des FDLR, c'est surtout parce que beaucoup de militants, beaucoup de combattants exigent d'abord les négociations avec le pouvoir de Kagame, ce que le pouvoir rwandais ne veut pas. Et en même temps, c'est qu'ils veulent toujours garder la main pour faire le commerce des mines ou autre. Et deuxièmement, c'est qu'il faut souligner, c'est que ces combattants bénéficient d'une certaine complicité, éventuellement de certains pays. D'autres observateurs soulignent également la complexité des négociations entre le président rwandais Paul Kagame et les rebelles Hutus et la difficulté des organisations régionales à trouver une solution aux problèmes qui opposent les deux parties. C'est un marché des dupes, histoire du désarmement des FDLR. Dans la mesure où tous les protagonistes ne jouent pas le jeu. Et je pense effectivement, si on sort de l'instrumentalisation du génocide rwandais par les protagonistes, c'est-à-dire Kagame et les autres, les FDR, etc., et qu'on arrive justement à un apaisement, à ce moment-là, les choses peuvent être possibles. Mais ce sont les puissances extérieures qui peuvent, les partenaires extérieurs, puissants qui peuvent contraindre les protagonistes justement à s'asseoir autour de la table pour régler politiquement cette question. L'organisation de la région des Grands Lacs a d'ores et déjà appelé la MONUSCO et l'armée congolaise à prendre toutes les mesures pour désarmer les FDLR par la force. Les opérations devraient être lancées dès à présent. Dans l'actualité également, Boko Haram aurait encore frappé. Près de 40 garçons ont été enlevés dans le nord-est du Nigeria par des membres présumés du groupe islamiste. Les jeunes kidnappés ont entre 10 et 23 ans. Ce nouveau rap survenu le 31 décembre vient s'ajouter à celui des 200 jeunes filles enlevées en avril dernier dans cette même région.
L'artisanat au cœur des préoccupations des pouvoirs publics au Sénégal. Le chef de l'État Macky Sall a annoncé que son gouvernement mettra à la disposition des artisans un financement de 8 milliards de francs CFA d'ici 2017, une somme destinée à accompagner ce secteur en infrastructure. Idelette Mirabel Bissou. Au Sénégal, l'État veut valoriser le secteur de l'artisanat local. Secteur à la fois créatif et pourvoyeur d'emplois, l'artisanat local est en plein essor mais manque de soutien de la part des autorités publiques. Afin de trouver une solution à cette situation, le président Macky Sall a rappelé dans son discours à la nation mercredi dernier que le secteur bénéficiera désormais de toute l'attention du gouvernement. Le talent inépuisable de nos artisans, qu'ils soient couturiers, bijoutiers, cordonniers ou menuisiers, est une fierté nationale que chacun de nous doit porter et promouvoir au quotidien par ses habitudes de consommation. Pour soutenir le développement de ce secteur à la fois créatif et pourvoyeur d'activités génératrices de revenus, 15% de la commande publique seront désormais réservés à l'artisanat local. Mais en définitive, nous ne réussirons le pari du consommer local que si nous consommons ce que nous produisons. J'y engage toute la nation. Afin d'inscrire l'artisanat dans une dynamique de développement, les autorités envisagent de faciliter l'accès au crédit pour les artisans locaux. Pour permettre à ce secteur de contribuer pleinement à l'émergence du Sénégal, les consommateurs affirment que des mesures doivent être prises tant sur le marché national qu'international afin d'atténuer la dépendance à l'importation. Ça ne sert à rien de financer l'artisanat local s'il n'y a pas de débouché pour eux, ça veut dire s'ils ne vendent pas, et pour qu'ils vendent, il faut qu'il y ait de la commande. Donc la première chose que l'État devrait faire, c'est d'augmenter la commande publique pour le mobilier national. Deux choses qui vont être, c'est à la fois le financement, l'équipement, le renforcement des capacités, plus l'augmentation de la demande. Au Sénégal, l'artisanat regroupe plus de 150 corps de métiers et occupe directement 600 000 personnes. À l'issue de la première édition de la Journée nationale de l'artisanat, qui s'est tenue à Méré en décembre 2014, le chef de l'État Macky Sall a annoncé un financement de 8 milliards de francs CFA pour le secteur de l'artisanat. Du sport, à présent, la Confédération africaine de football a fixé au 7 janvier prochain la date limite pour la remise définitive des listes des 23 joueurs sélectionnés pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Et déjà, les sélections se préparent pour cette grande fête continentale du ballon rond. À quoi servent les matchs de préparation? Éléments de réponse avec Jean-Célestin Ediangué et Aminata Diak. Pour cette 30e édition, les listes des 16 nations qualifiées devront arriver au plus tard le mercredi 7 janvier 2015 à la Confédération africaine de football. À quelques jours de cette échéance, la plupart des sélections affûtent leurs armes. En Afrique, plus qu'ailleurs, le sport roi, le football, est une véritable religion. Il faut donc se préparer avant le coup d'envoi de la compétition. Ces matchs amicaux ont une importance, car ça permet donc de revoir un peu l'effectif qu'on a choisi et en même temps voir le profil de joueurs qu'on va mettre dans chaque schéma tactique, et ça permet aussi de voir si le joueur adhère au projet donc de la sélection. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est former aussi un groupe, et en travaillant vraiment sur la compétition. Sport collectif par excellence, inventé à la fin du 19e siècle en Angleterre, le football est en apparence un jeu simple, mais sa pratique, à un bon niveau, allie la stratégie, l'adresse, l'altruisme et l'efficacité. Ça permet aussi aux sélectionneurs donc, de voir un peu dans chaque secteur donc du schéma, le fonctionnement, le positionnement et l'animation dans ce secteur qui va demander à tous ces joueurs qui viennent de tout horizon. Ça veut dire qu'un joueur qui évolue à Chelsea ou au Real Madrid ou au Bayern n'ont pas le même pratique, mais ce sont des joueurs professionnels qui sont très intelligents, mais qui peuvent jouer dans chaque schéma tactique. Et c'est dans ces matchs amicaux, c'est pendant ces matchs amicaux-là que le sélectionneur et son staff
vont mettre un plan d'observation en place. La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, est la plus importante compétition internationale de football en Afrique, organisée par la Confédération africaine de football, la CAF. Cette compétition, disputée tous les 2 ans, s'est déroulée pour la première fois en 1957, c'était au Soudan. Les 16 nations qualifiées ont jusqu'au 7 janvier pour faire parvenir à la CAF la liste des 23 joueurs retenus. La CAN 2015 se déroulera du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.